Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de cette édition. L'Assemblée nationale en session ordinaire pour l'adoption du projet de loi des finances rectificatives pour l'année 2019. Fait marquant, les députés de Benno Bokk Yakaar ont boudé l'intervention d'Ousmane Sonko. Les développements à suivre en début d'édition. 750 kg de cocaïne saisie au port autonome de Dakar. Une grosse prise des éléments de la douane qui s'ajoute aux 238 kg d'il y a 48 heures. À Tivaouane, des centaines d'enfants dans la rue. Ils ont manifesté contre les abus dont ils sont souvent victimes. Et puis Youssouf Sabaly, Alfred Ndiaye, forfait pour le match Sénégal-Kenya de ce lundi. Aliou Cissé, qui l'a annoncé en conférence de presse, n'envisage aucunement une élimination du Sénégal au premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La nécessité d'adopter une loi des finances rectificatives et la baisse des prévisions budgétaires. L'opposition et la majorité parlementaire décryptent la LFR en 2019 et les résultats jugés peu satisfaisants par l'opposition qui soutient qu'il y a beaucoup à faire. Mais la majorité campe sur sa position et pense que le chef de l'État a bien fait d'augmenter certains prix des produits de consommation, entre autres. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Mohamed Samba et Thierno Laurent Mendy. Je pense que c'est une honte, nous, en tant qu'élus, d'assister à ces paroles. Parce que vous savez tout le processus que nous avons fait avec lui. Les mensonges qu'il a fait envers tous les députés. En disant qu'on les octroie 10 millions par député, les 94... Ambiance surchauffée à l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont procédé ainsi au vote du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2019. Que d'actualité pour cette séance plénière, mais qui donne matière à débattre. Mané, s'il vous plaît, attendez. À défaut de ramener cette flambée du prix du carburant à des proportions plus raisonnables, on attend de votre gouvernement des garanties afin qu'elle n'entraîne pas une série de hausses sur les prix des produits de consommation courante, ce qui grèverait davantage le budget des ménages. C'est normal, mais ce que je peux souligner, c'est que la hausse est uniquement sur le prix du gasoil et de l'essence. Le panier de la ménagère n'est nullement impacté dans la mesure où le gaz butane ne subit pas une hausse. Du chemin à parcourir, il y en a encore, mais la majorité parlementaire pense que l'État du Sénégal a bien fait d'augmenter certains prix des produits de consommation courante. Cette loi rectificative qui avait promis de prendre en charge le paiement des écoles privées d'enseignement supérieur, malheureusement n'a pas tenu promesse. Le social, surtout la masse salariale, crève le budget du pays et qu'il faille faire quelque chose dans ce sens. Cette polémique autour des 60 000 milliards, c'est la preuve. Ça montre que si on avait autant cette manne financière, le président de l'État n'allait pas appliquer des mesures allant dans le sens d'augmenter le prix du gasoil et de l'essence. La loi de finances rectificative se révèle légale face à un monde surtout marqué par des guerres financières. Pour le cas du Sénégal, avec la problématique des ressources naturelles, il urge de ne pas répercuter sur les consommateurs et les entreprises la totalité de la hausse des prix du baril. À l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko ne respecte pas ses collègues parlementaires. C'est la raison pour laquelle la majorité parlementaire a boudé l'hémicycle au moment où le leader de PASTEF faisait son intervention dans le cadre du projet de loi des finances rectificatives 2019. Ce sont les propos de Gagne Diop, député de la majorité parlementaire, que je vous propose d'écouter. Je pense que c'est une honte, nous, en tant qu'élus, d'assister à ces paroles. Parce que vous savez tout le processus que nous avons fait avec lui. Les mensonges qu'il a fait envers tous les députés. En disant qu'on les octroie 10 millions par député, les 94 milliards qu'il a parlé. Et on lui demande la commission d'enquête de venir dire ce qu'il en pense. Il n'arrive pas à le faire. Donc est-ce que
c'est une raison, nous, en tant qu'élus, en tant que députés du peuple. Un collègue qui ne nous respecte pas, qui ne fait que des injures, qui ne dit pas la vérité aux Sénégalais, est-ce que c'est une raison d'assister à sa prise de parole? C'est pour cela que le groupe de la majorité a décidé de ne pas assister vraiment à ces paroles, en manquant de respect aux institutions de la République. Je ne dis pas à l'institution, à l'Assemblée, mais à toutes les institutions de la République. Et puis rappeler que le député Ousmane Sonko n'a pas préféré s'exprimer à notre micro. Il a réagi tout de même sur les réseaux sociaux. Thierno Lo réagit à l'augmentation des tarifs du carburant. Pour lui, c'est une mesure qui aurait dû être appliquée depuis longtemps, vu les multiples subventions du gouvernement. Le président de la coalition Al-Diana alerte sur les forces extérieures qui, dit-il, veulent déstabiliser le Sénégal. Dissa Prera. L'État du Sénégal a tardé à procéder à l'augmentation des prix du carburant. C'est Thierno Lo qui donne ainsi son avis sur cette hausse. Le président de l'Alliance Al-Diana pense que les subventions de l'État à ce secteur sont la source des tensions budgétaires annoncées dans la presse. Je vous dis aujourd'hui que le président Macky Sall a tardé à augmenter le carburant pour le simple fait qu'il a essayé de subventionner. Et les problèmes de trésorerie et les trucs que le Sénégal connaît actuellement découlent de ces subventions-là. Il a subventionné le pétrole jusqu'à ce que la subvention impacte sur les projets sociaux. Alors, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Le président Macky Sall a eu le courage de dire qu'avant que je périclite le pays, avant que j'hypothèque mes projets sociaux, j'augmente de petites sommes sur le carburant, sur le diesel. Il aurait pu même toucher le gaz, ce qu'il n'a pas fait. Vous savez, les gens sont frileux. Moi, si le président m'avait, et moi, j'ai dit, moi-même, je lui ai proposé, monsieur le président, augmenter la bouteille de 9 kilos de gaz pour qu'elle passe de 4 000 et quelques à 5 000. Les économies que vous allez faire sur la subvention du gaz, les économies réalisées sur le carburant, vous allez financer les projets des jeunes qui sont porteurs de projets. Thierno Lo a par ailleurs lancé une alerte de l'avis de l'homme politique. Il y a des personnes qui veulent diviser le pays, détourner l'attention des citoyens et faire main basse sur nos ressources. Pour que nous le président Macky Sall commence lim digoon Sénégalais yi mu commencé ko def na àggale dialogue bi lim digoon Sénégalais yi na ko def pour que ñu amul liggéey suñu secteur privé bi développé wu xale yi ku ci nekk nga jàpp ci dara pour que Sénégalais yi bëgg mais depuis bu mu defee prestation de serment ba léegi ñu wax problème pétrole bi réew mi dafa taxaw lii nag mënut a continuer parce que su continuer mooy indi gars yi liñ bëgg ci ñun ñu am ko mooy ñu commencé xeex di bañante di bañ a yéenante lu baax bu ko defee ñu dem Sangomar gee pétrole ba nekk commencé di ko puiser yéen du ngeen xam fu bari yi dem parce que actuellement xamu leen or bi fu muy jaar xamu leen fu circonnu jaar. Thierno Lo, qui faisait face à la presse, appelle l'État à autoriser les manifestations, mais estime-t-il ce n'est que la justice qui peut éclairer cette affaire Petro-Tim. Et ça doit être relayé. Et puis la police nationale présente ses excuses à la famille de Jean Maïssa Diop pour malentendu. La DIC avait fait une descente au domicile du journaliste suite à une enquête dont l'objectif était de retrouver un journaliste impliqué dans une affaire de diffamation ou de détention d'informations sur l'affaire Petro-Tim. La police précise, elle n'a violenté aucun membre de la famille du journaliste. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, saisie de 750 kg de cocaïne au port autonome de Dakar. Les éléments de la douane indiquent que la marchandise était dissimulée dans des véhicules neufs il y a quelques jours, rappelons-le, plus précisément le 26 juin dernier. 238 kg de cocaïne étaient également saisis. Aminata Baresso. Et de deux pour la douane sénégalaise. En l'espace d'une semaine, des saisies records de cocaïne au même endroit, le port autonome de Dakar. Au cours de cette nuit du 30 juin 2019, c'est une quantité de 750 kg de cocaïne dure qui est interceptée. Revenant sur le film de la saisie, les douaniers indiquent que la drogue était dissimulée dans des emballages et mis dans des sacs de voyage. Suivant toujours les informations, le bateau en question
division est spécialisée dans le transport des véhicules. Une partie de la drogue dure était destinée au port de Hambourg en Allemagne. Le reste devait rallier le port de Tema au Ghana. Les informations font état également de l'arrestation d'un couple de blancs qui aurait convoyé la drogue ainsi que des complices sénégalais. Au niveau de ce même port de Dakar, il y a juste 4 jours, une autre saisie avait eu lieu, 238 kg de cocaïne. Une coïncidence troublante, ce 26 juin, jour de la saisie, était célébrée la journée internationale de lutte contre le trafic de drogue. Au cours de ces 2 saisies records, les trafiquants ont utilisé le même modus operandi, dissimuler la cocaïne dans des véhicules. La grande interrogation qui demeure est de savoir les véritables têtes derrière ce trafic seront-ils connus. Autre fait important à noter, le fait que le port de Dakar soit devenu un point de passage d'importantes quantités de drogue dure. Justement, lutte contre la drogue au Sénégal, les drogues injectables, c'est le défi de l'Alliance nationale des communautés pour la santé qui veut relever ce défi. L'association pense que la répression des trafiquants reste la seule alternative pour réussir ce combat. Michael Magasuba de l'Alliance nationale que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Diouf. L'objectif de cette caravane, nous on s'est rendu compte d'une chose fondamentale. Les consommateurs de drogue injectables sont les victimes. La répression en fait doit se focaliser sur les trafiquants. Les consommateurs de drogue injectables sont des victimes donc de ce système. Ce qu'il faudrait faire donc, pour permettre, il faut mettre en place des stratégies pour leur prise en charge. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart de ces consommateurs de drogue injectables séjournent en prison. Et leur premier réflexe après la sortie donc, de ces prisons-là, c'est d'aller chercher leurs produits. Donc, conscient de tout ça, nous, on a mis en place des stratégies pour leur prise en charge. Et parmi ces stratégies-là, on a mis en place un centre de CEPIAT, centre intégré de prise en charge, où on prend l'ensemble, les consommateurs de drogue injectables de la ville de Dakar sont orientés pour une prise en charge. Donc, il y a un traitement de substitution qu'on appelle la méthadone, donc, qui permet à ces personnes-là d'arrêter la consommation de l'héroïne. Au-delà également, nous, dans le cadre du programme Pareco, on mène plusieurs interventions. Plusieurs axes ont été mis en place juste pour permettre d'atteindre l'objectif que je rappelle, c'est améliorer l'accès aux services de réduction des risques des consommateurs de drogue injectables. Propos plutôt recueillis par Ibrahima Djamé. Beaucoup d'habitants de la commune de Ross-Béthio souffrent de diabète et d'hypertension artérielle. On constate des étudiants en médecine de l'UGB qui ont organisé sur place une journée de consultation gratuite. Ousseynou Diop, Habib Sek. Dans le Wallo, les maladies les plus fréquentes chez les populations sont le diabète, l'hypertension artérielle, entre autres. Une annonce faite lors d'une consultation gratuite organisée à Ross-Béthio par la promotion sortante en médecine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Sur les 600 personnes diagnostiquées, plus de la moitié souffrent de ces maladies. Une situation inquiétante pour le chef de poste de santé de la localité. Le Wallo, c'est une zone où on a la riziculture. Donc il y a la consommation excédentaire en riz, mais aussi il y a le sucre. Donc il y a beaucoup de facteurs qui favorisent que cette zone est une zone à prédominance pour ces maladies chroniques comme l'HTA. Selon ces professionnels de la santé, la fréquence de ces maladies est le fruit du caractère rizier et sucrier de Ross-Béthio, ce qui nécessite une bonne maîtrise des populations en termes de consommation. Lutter contre les maladies chroniques de manière générale et particulièrement contre le diabète et l'HTA. Parce que nous avons eu avec les chiffres à constater que la prédominance est forte et la prévalence elle est forte aussi en ce qui concerne le diabète et l'HTA, surtout dans la zone nord. Pour lutter contre ces maladies chroniques très fréquentes dans le Wallo, le maire préconise des mesures d'urgence. Ça permet de mieux orienter nos actions à l'endroit de la population dans le domaine de la santé. Nous sommes en train de préparer des investissements qui seront certainement orientés vers ce que nous avons vu ce matin. Donc, quel type d'investissement mettre en place pour justement éradiquer en tout cas ces maladies chroniques et surtout accompagner les populations. Cette journée a été organisée par la 4e promotion en médecine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui ne compte pas s'arrêter là. Selon ses futures blouses blanches, ces activités doivent être multipliées pour venir en aide aux populations.
Et puis le centre de traitement des brûlés peine encore à voir le jour. L'État du Sénégal ne l'a pas encore inscrit dans son budget. Face à la presse ce matin, Lions Club, en compagnie du personnel de l'hôpital Fann engagé dans le projet, interpelle le gouvernement et espère que le montant sera inscrit dans le budget 2020. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. C'est une situation préoccupante. 20 000 cas de brûlés par an reçus par les structures sanitaires et 2 000 cas de décès notés. La prise en charge inquiète les acteurs de la santé et Lions Club. Un projet de création d'un centre de traitement des brûlés à l'hôpital Fann est déjà conçu. L'État, à travers le ministère de la Santé, s'est engagé à financer l'infrastructure. Seulement, les 3 milliards de francs CFA prévus pour l'ouvrage ne sont toujours pas inscrits dans le budget. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, désireux d'apporter sa contribution, s'est engagé à financer la partie infrastructure qui est de 3 milliards de francs CFA. Le Lions Club se chargeant de son côté du volet équipement et formation médicale pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, ce projet qui a reçu l'aval des hautes autorités, des plus hautes autorités, attend toujours d'être inscrit au budget de l'État. Je pense que l'État a conscience de l'urgence. Nous, donc, encore en appelant à la compréhension, à la sensibilité des plus hautes autorités pour que ça soit inscrit au budget de 2020, ce qui nous permettrait de démarrer le projet dès l'année prochaine. Un centre divisé en 3 grandes unités. Il va permettre aussi de gérer la formation du personnel, mais aussi des recherches. La brûlure, ce n'est plus, c'est un accident, c'est vrai, c'est une pathologie que nous prenons en charge dans nos unités de réanimation, mais c'est devenu une spécialité. Donc il faut avoir des unités spécialisées pour pouvoir faire face à ces pathologies qui peuvent être très graves, qui sont mortelles. Et ce centre, comme vous allez le voir, c'est un centre qui va donc prendre en charge de manière inclusive le patient depuis l'arrivée aux urgences, depuis vraiment H1, je peux même dire le début de sa brûlure jusqu'à la sortie. 80% des patients décèdent dans la première semaine d'une infection. L'infection est donc la première cause de décès. Un CTB pour soulager les patients, c'est l'ambition de Lions Club. Mais pour le moment, les populations vont prendre leur mal en patience en attendant la réaction de l'État. Tu es venu trouver une solution et que tu saches que tu ne peux pas vraiment soigner cette personne. Tu la prends quand même sachant qu'elle va mourir dans quelques jours. Quelque part, c'est un pincement ça fait mal. Al-Hassan Ba, plus de 60 travailleurs des grands domaines du Sénégal ont été remerciés. Une série de licenciements qui n'est pas du goût des travailleurs. La mairie de Gandon réclame leur réintégration. L'adjoint du maire, il s'appelle Khalidou Ba, que je vous propose d'écouter au micro de Seyni Diop. Nous remercions tous les talibés, les parents, amis, sympathisants, d'où qu'ils viennent. Le cheikh vous remercie de votre soutien à quelque niveau que ce soit. Nous saluons toute la presse présente à cet événement ou non, radio, télévision. Ce qu'ils ont évoqué ne passera pas. Le licenciement pour motif économique a ses exigences. Le licenciement pour réorganisation a ses exigences. Et donc, nous pouvons accompagner ces déflatés de chez nous et nous les accompagnerons. Nous ne sommes pas syndicalistes, on le rôle à jouer, on les accompagnera pour ces 64 déflatés. Mais nous, la commune de Gandon, nous sommes venus pour les 29 agents des GDS qui sont de la commune de Gandon. Aujourd'hui, une réorganisation voudrait qu'on les remette à la limite dans la situation d'avant en reprenant les indemnités qui sont liées à ça. En tout cas, nous ne sommes pas des syndicalistes, mais pouvons dire qu'aujourd'hui, si les GDS ne revoient pas la situation, notre partenariat va en souffrir. Parce que c'est nous qui avons octroyé les terres, c'est nous qui continuons à octroyer les terres, et ça avec des conditions réglementaires. La marche des populations de Bambey-Sérère, les habitants refusent de céder la gestion de leur forage à une structure publique ou privée. Ils demandent l'intervention des autorités. Leur porte-parole, Abdourahmane Sen, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. L'État
Le peuple est souverain. Nous sommes le peuple. Des lois qui manipulent, des lois qui pédurent, des lois qui sont là pour faire souffrir les populations. Bambey ne sera pas prêt à céder à ces lois. L'autre chose, c'est tout récemment, il y a des personnes qu'on a montées ici. Ils boivent de l'eau, ils utilisent l'eau du forage et ils ne payent pas. À cause des autorités, on les a couverts et jusqu'à présent, ils restent toujours sur la même situation. En tout cas, on leur laisse. Parce que, comme je l'avais dit la fois passée, c'est des pièges. On a essayé de nous piéger pour pouvoir installer des délégations spéciales. On n'est pas prêt pour ça. Non, on n'est pas prêt pour ça. Que la cause là est noble. L'ensemble des forages qui ont été pris par l'OFOR sont tombés en panne actuellement. Si l'État a quelque chose à faire sur la population, il aille régler ces problèmes au lieu d'intimider les forages qui n'ont aucun problème. Je le dis et je le répète, nous n'avons pas de problème. Pourquoi injecter une personne qui n'est pas malade? Fadjoul dinga febar. Febaruma Fadjoul. On n'est pas malade, on n'a pas besoin de perfusion, on n'a pas besoin d'injection. Bambey Serer est sain, Bambey Serer a ses populations, Bambey Serer a un forage. Laissons-nous avec nos forages. Et puis Dakar a connu cette nuit ses premières gouttes de pluie. Les vendeurs de meubles aux abords du canal 4, surpris, s'inquiètent déjà du sort de leurs produits en proie aux eaux de pluie, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Diafaraba. Cet homme n'est pas prêt à oublier les premières gouttes d'eau à Dakar. Une partie de son matériel a été mouillée par la pluie. On n'attendait pas la pluie à ce moment. Franchement, c'est une surprise pour nous. Heureusement, on avait emballé quelques meubles. Le reste se trouvait sous la bâche. Ces artisans aussi n'ont pas échappé aux effets de la fine pluie d'hier. Pour ces vendeurs de meubles, l'hivernage les oblige à rester toujours aux aguets. Effectivement, parce que l'année est passée. L'année dernière, on avait perdu beaucoup de bagages à cause de la pluie et c'est une grosse somme d'argent. Mais Dieu merci. Il y a des risques dans tous les métiers. Du coup, on rend grâce à Dieu. Des chambres à coucher, des salons, des tables à manger et d'autres accessoires sont exposés aux abords du canal 4 de Dakar. L'hivernage arrive à grands pas. Ces commerçants sont obligés de trouver d'autres alternatives, des bâches et autres mesures pour éviter les dégâts matériels en cette période d'hivernage. Justement, pour cette période de début de vacances, ce sont les nombreux cas de noyade qui inquiètent les parents d'élèves et acteurs de l'éducation. Au village SOS Enfants, le corps professoral a déjà pris les devants. Papa Raning, Modou Diop. Les 7 cas de noyade annoncés à moins d'une semaine dans un quartier inquiètent les acteurs de l'éducation. Parents d'élèves et enseignants sont l'alerte. Période, vous l'avez dit, dangereuse pour les enfants et très difficile pour les parents. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il faudrait qu'on essaie d'occuper les enfants à la maison, d'essayer d'occuper les enfants dans le quartier. Parce que si on ne les occupe pas, ils vont nous occuper. Et on a vu qu'on signale dans un quartier de Dakar 7 cas de noyade. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Nous allons vers les vacances scolaires qui vont durer 3 mois. Donc il faut que ces enfants soient occupés de manière efficiente et efficace. Il urge de trouver des occupations pour ces enfants durant cette période, mais aussi continuer la sensibilisation. Au courant de ces derniers mois, nous faisons toutes nos sensibilisations et axées sur les méfaits que peuvent rencontrer les enfants pendant les vacances. Il faudrait que les parents puissent les accompagner, puissent avoir un programme d'activité pour ces enfants. Au village SOS Enfants, les acteurs pédagogiques déplorent aussi l'utilisation abusive des écrans lumineux. L'utilisation optimale des écrans
Donc tout le monde sait actuellement qu'il y a une forte utilisation des écrans dans les maisons et cette utilisation a des conséquences un peu néfastes pour les enfants. Les dangers que présentent les écrans, donc il est question qu'on sensibilise les parents pour qu'ils puissent gérer les écrans au niveau de leur famille, pour permettre aux enfants aussi vraiment de travailler, de faire leurs exercices. Après une année académique, les meilleurs élèves du village SES ont été primés devant leurs parents et le personnel éducatif. En tout cas, d'autres enfants ont marché à Tivaouane. C'était pour dénoncer les violences sexuelles dont ils sont parfois victimes. Ils ont remis un mémorandum au préfet. Je vous propose là-dessus de suivre cette correspondance signée Charanta Diop et Céla Tira. La procession a démarré à l'école 1, puis les enfants ont arpenté les rues de Tivaouane. Ils sont venus de Kondiake, Ndoutou, Kartchekouli pour participer à cette marche. Ces enfants ont soulevé beaucoup de griefs. Pour citer entre autres quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés: l'abandon scolaire, le travail précoce et l'exploitation des enfants, les grossesses précoces et ou non désirées, les mariages forcés, la mendicité, le manque d'hygiène dans les daras, les enfants de la rue, le trafic d'enfants, les viols et abus sexuels, la stigmatisation des handicapés dans les écoles et dans les rues, la non-inscription des enfants à l'état civil, l'usage négatif des réseaux sociaux. Cette marche est légale, c'est pourquoi je l'ai autorisée, dit le préfet de Tivaouane. Pour lui, toutes les dispositions seront prises pour protéger les enfants de Tivaouane. Donc ce sont des problèmes assez complexes qui sont posés et qui interpellent les autorités locales, administratives, les parents et la société dans son ensemble. Le mémorandum, donc nous l'avons reçu, nous allons donc l'exploiter et nous allons donc réunir incessamment le comité départemental de protection de l'enfant. Nous allons élaborer aussi un certain nombre de stratégies. Vêtus de t-shirt, les enfants ont lancé leur message à travers des slogans. Ils étaient bien encadrés par la police et des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Tivaouane. Puis le magal de Cheikh Abdoulahat Baké, Cheikh Sidi Abdoulahat Baké, qui rend hommage à la presse sénégalaise et le groupe Futur Média, ainsi que son président pour le travail abattu par GFM lors de ce grand événement religieux. Je propose d'écouter le porte-parole interrogé par IGFM. Nous remercions tous les talibés, les parents, amis, sympathisants, d'où qu'ils viennent. Le cheikh vous remercie de votre soutien à quelque niveau que ce soit. Nous saluons toute la presse présente à cet événement ou non, radio, télévision, site internet, du travail abattu lors de cet événement. Mais nous témoignons avec vigueur que votre ami Youssou Ndour a réitéré les mêmes directives que l'année dernière, à savoir couvrir entièrement le magal de Cheikh Abdoulahat Mbaké, et cela de façon gratuite. Il faut dire que le travail a été correctement et bien fait. Nous prions Dieu d'avoir la chance de perpétuer cet événement. Cheikh Sidi Abdoulahat le remercie, lui et ses travailleurs. Zoom à présent sur la célèbre place Tahrir, c'est en Égypte. Nos reporters présents au Caire pour les besoins de la CAN ont fait un tour dans cette place devenue mythique pour avoir abrité les révolutions de 2011 et 2013 en Égypte. 8 ans après, que devient cette place? Élément de réponse avec Mamadou Ndiaye, Ahmed Nian et Mor Harman. Ici, c'est l'un des lieux symboliques du printemps arabe. Situé au centre-ville de Caire, son nom c'est la place Tahrir. Sept ans après la révolution du Nil, la place Tahrir est devenue un carrefour des voitures, des touristes, mais aussi des hommes de tenue. Dans ce lieu symbolique, tout rassemblement est désormais interdit.
Les policiers sont partout. Les consignes sont claires. On ne filme pas, ni faire des interviews publiques sans autorisation. Pour rappel, tout a commencé le 25 janvier 2011. Plusieurs milliers d'Égyptiens se rassemblent sur cette place à l'appel du mouvement de la société civile égyptienne pour dénoncer les violences policières. Une journée qui va se transformer en 4 semaines de manifestations, ce qui avait provoqué la démission du président Hosni Moubarak après 30 ans de règne. Remplacé par l'islamiste Mohamed Morsi, la place redevient un lieu de contestation en juillet 2013, jusqu'à ce que le chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi prenne le pouvoir. L'islamiste Mohamed Morsi sera jugé et condamné à 49 ans de prison, le premier président démocratiquement élu en 2012, mort le 17 juin dernier en plein procès. Cette place mythique et symbolique reste une place pour la liberté des Égyptiens, mais surtout de la nouvelle génération. Ce lieu est trop important pour nous. Ça représente beaucoup de choses pour la jeunesse égyptienne. Bon, moi personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Restons en Égypte avec ce match ô combien important qui attend les Lions du Sénégal demain face au Kenya. Aliou Cissé, face à la presse, a annoncé les forfaits de Youssouf Sabaly et d'Alfred Ndiaye. C'était ce matin, compte rendu signé Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Sénégal-Kenya, un match décisif pour les Lions. À quelques heures du coup d'envoi, le sélectionneur national était en conférence de presse d'avant-match. Aliou Cissé, très tendu et sous un ton ferme, a répondu aux questions des journalistes. Je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous, qu'ils s'occupent de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On est numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur le scène continentale. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce concours-là. Le sélectionneur national a confirmé les forfaits d'Alfred Ndiaye, Youssouf Sabaly et Salif Sané. Mais il peut compter sur le retour de Idrissa Gana Gueye et de Ismaïla Sarr. Oui, je crois qu'aujourd'hui, mon inquiétude surtout, c'est les blessures. On a Alfred qui est, je pense, forfait, mais ça a confirmé ce matin. Youssouf Sabaly, c'est aussi forfait, mais je pense qu'on peut récupérer des garçons comme Ismaïla, des garçons comme Gana seront là. Salif Sané sera juste. Donc, il ne sera pas présent pour le match contre le Kenya. Oui, comme je le dis, gagner, ça vous rend encore meilleur, ça vous rend encore plus fort. Nous savons qu'aujourd'hui, cette équipe kenyane est revigorée par la victoire contre la Tanzanie. Mais comme je dis, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc, je ne doute pas du tout de notre qualité, je ne doute pas du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai quand même assez de certitude sur le potentiel que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Nous l'avons prouvé maintes fois dans des matchs décisifs, dans des matchs compliqués. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais douter aujourd'hui de la qualité de mes joueurs et surtout de la présence qu'ils auront sur ce match-là. Ils le savent très bien, ils n'ont pas envie. Personne ici d'entre nous, en tout cas dans la tanière, n'a envie de rentrer lundi à Dakar, ni mercredi, ni mardi. On a envie de continuer l'aventure. Nous savons que ça sera difficile. Nous savons que nous ne devons pas perdre ce match-là. Et perdre ce match-là, c'est synonyme d'élimination. Nous sommes conscients de ça. Donc nous savons que nous devons rester ici. Et pour rester ici, il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi, et jeudi. Voilà, donc j'ai eu la chance de découvrir votre pays, de me préparer pour différentes CAN sur vos lieux d'entraînement à Saly. Je connais un petit peu la mentalité des Sénégalais. Je suis proche aussi de Sahar Lokot Boubacar. Donc voilà, on sait que c'est très solide, on sait que de temps en temps, dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses. J'espère que ce sera le cas demain, sous la pression notamment.
Voilà. Mais après, si la machine veut bien fonctionner, ça peut aussi faire très mal à l'adversaire. Durant la phase de qualification, vous l'avez montré, en gagnant tous vos matchs. Donc on sait que ce sera très difficile. Voilà, j'espère que le fait d'avoir Claude sera très partagé. D'un côté, sa seconde patrie, le Sénégal, et je pense le coach du Kenya. Sébastien Migné, son collègue du Kenya, connaît assez bien le Sénégal et son équipe formée par Claude Leroy. Il dit avoir séjourné plusieurs fois chez nous et connaît les failles de son adversaire. Pour rappel, le Kenya n'a jamais battu le Sénégal en phase finale de la CAN. Kenya-Sénégal, 3e journée du groupe C. Une victoire pour les Lions, synonyme de qualification. 8e de finale. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. On se retrouve tout à l'heure avec le journal de la CAN. Et puis, n'oubliez pas ce rendez-vous, le face-à-face entre Modlo et Eumsen aux alentours de 23h. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.